Je m'appelle Claire, et pendant longtemps, j'ai cru que le silence protégeait la paix familiale. J'ai cru que dire non ferait plus de dégâts que de me sacrifier encore une fois. Mais un matin, en regardant mon compte bancaire vidé par la personne en qui j'avais le plus confiance, j'ai compris que certaines trahisons ne préviennent pas. Elles frappent fort, sans bruit. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser, ni pour me venger, mais pour vous raconter ce que j'ai appris quand j'ai enfin osé poser une limite à ma propre famille. Cette histoire parle d'argent, oui, mais surtout de contrôle, de loyauté mal placée et du prix réel du silence. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai découvert après ce choc pourrait vous aider à éviter une erreur que beaucoup font sans s'en rendre compte. Je m'appelle Claire et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour attirer la pitié ni pour régler des comptes publiquement, mais pour raconter une vérité que j'ai longtemps gardée enfouie. J'ai toujours cru que la famille était un refuge, un lieu imparfait mais sûr où l'on pouvait tomber sans être écrasé. J'ai grandi avec l'idée que le sang liait plus fort que les contrats, que l'amour parental ne connaissait pas de conditions. Pourtant, cette croyance s'est fissurée le jour où l'argent est devenu une arme. Ce jour-là, j'ai compris que certaines trahisons ne crient pas. Elles signent des formulaires et appuient sur des boutons. Ma sœur cadette a toujours été protégée d'une manière différente. Là où on m'enseignait la responsabilité, on lui offrait des excuses. J'étais celle qui devait comprendre, patienter, faire des concessions parce que j'étais la plus forte. Avec le temps, cette dynamique s'est installée comme une évidence silencieuse. Je travaillais dur, j'économisais, je construisais ma sécurité financière seule. Elle, en revanche, glissait d'un problème à l'autre, convaincue que quelqu'un finirait toujours par payer. Et ce quelqu'un, selon mon père, devait être moi. Quand la dette de 25 000 dollars est apparue, je n'ai pas été surprise, seulement fatiguée. Fatiguée de devoir réparer ce que je n'avais pas cassé. J'ai écouté mon père m'expliquer que c'était une urgence, que la famille devait se serrer les coudes, que ma sœur était fragile. J'ai respiré profondément et, pour la première fois de ma vie, j'ai dit non. Pas avec colère, pas avec mépris, mais avec une fermeté calme. Ce refus, je l'ignorais encore, allait déclencher une réaction que je n'aurais jamais imaginée. Dire non à mon père n'a pas été un acte impulsif. C'était le résultat d'années de renoncement accumulés. J'avais déjà aidé, déjà payé, déjà sauvé. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est redressé. J'ai pensé à mon avenir, à mes projets, à cette sécurité que j'avais construite seule, brique par brique. J'ai compris que céder encore serait me trahir moi-même. Alors j'ai gardé le silence après mon refus, espérant que le temps calmerait les choses, que la raison reprendrait sa place. Je ne savais pas que mon silence serait interprété comme une provocation. Je ne savais pas que, dans l'esprit de mon père, mon argent ne m'appartenait pas vraiment. Il y avait une vieille autorisation bancaire, un accès que j'avais accordé autrefois par confiance, sans imaginer qu'il serait utilisé contre moi. Cette confiance naïve allait devenir la faille par laquelle tout s'effondrerait. À ce moment précis, alors que je me couchais ce soir-là, je croyais encore que le pire était derrière moi. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon application bancaire par habitude, sans inquiétude particulière. Ce que j'ai vu m'a glacé. Le solde était à zéro, pas presque vide, pas amputé, mais entièrement vidé. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il cognait contre ma poitrine. J'ai rafraîchi l'écran, encore et encore, espérant une erreur, un bug, n'importe quoi. Mais la réalité était implacable. Tout ce que j'avais économisé avait disparu en quelques clics. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'étais figée, comme si mon esprit refusait de comprendre. Puis la colère est montée, brûlante, mêlée à une tristesse profonde. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le geste, le message implicite. Mon père avait choisi de me punir pour avoir osé dire non. Il avait décidé que mon autonomie méritait une sanction. Et ce qui me faisait le plus mal, c'était la froideur de l'acte, l'absence totale de discussion. J'ai pensé appeler, crier, exiger des explications, mais quelque chose m'en a empêché. Une voix intérieure m'a dit d'attendre, d'observer, de comprendre avant d'agir. Je voulais savoir jusqu'où cette trahison irait. J'ai réalisé que si je réagissais immédiatement, on me reprocherait encore mon émotivité. Alors, j'ai choisi le silence. Un silence lourd, mais stratégique. Ce silence était la seule chose qu'on ne pouvait pas me prendre.
Tout au long de la journée, j'ai fonctionné mécaniquement. Chaque geste était ralenti par le choc. Je revoyais mon enfance, les paroles de mon père sur la famille, la loyauté, l'entraide. Tout cela semblait soudainement vide de sens. J'avais été loyale, mais la loyauté n'était apparemment attendue que dans un seul sens. Cette prise de conscience faisait plus mal que la perte financière elle-même. Le soir est arrivé avec un poids oppressant. Je savais que quelque chose allait se produire. On ne vide pas un compte sans attendre une réaction. J'ai préparé mon esprit à l'inévitable confrontation, même si je ne savais pas encore sous quelle forme elle se présenterait. Je me suis couchée sans trouver le sommeil, le cœur lourd, consciente que ce qui m'attendait le lendemain matin changerait tout. Le coup a retenti tôt, brutal, résonnant dans tout mon corps. Un coup à la porte, fort, insistant, presque agressif. Mon premier réflexe a été la peur, mais elle a vite laissé place à une étrange lucidité. Je savais qui était derrière cette porte. Je savais aussi que ce moment n'était pas seulement une confrontation, mais un test. Un test de ma capacité à rester droite face à l'injustice. Lorsque j'ai ouvert, j'ai vu le visage fermé de mon père. Il n'y avait ni regret ni hésitation dans son regard, seulement une certitude froide. Il était venu s'expliquer, ou plutôt se justifier. Selon lui, il n'avait fait que prendre ce qui était nécessaire. Ces mots m'ont transpercé. Ils confirmaient ce que je redoutais. Dans son esprit, mon argent était une ressource familiale, pas le fruit de mon travail. Je l'ai laissé parler. J'ai écouté ses arguments, ses reproches, ses accusations déguisées. Plus il parlait, plus je comprenais que cette situation dépassait largement la dette de ma sœur. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir, de la difficulté d'accepter que sa fille ne soit plus sous son autorité financière. Cette prise de conscience m'a donné une force inattendue. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement dit que ce qu'il avait fait était une ligne qu'on ne franchit pas sans conséquence. Mes mots étaient calmes, mais fermes. Je voyais son assurance vaciller légèrement. Il n'était pas habitué à ce ton. Pour la première fois, je n'étais ni l'enfant obéissante, ni la fille compréhensive. J'étais une femme qui exigeait le respect. Lorsqu'il est parti, le silence qui a suivi était assourdissant. Mais ce silence était différent de celui que j'avais connu auparavant. Il n'était plus synonyme de soumission, mais de détermination. Je savais que je venais de perdre quelque chose d'important, mais aussi de gagner quelque chose de plus précieux encore, la clarté. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une étrange combinaison de deuil et de renaissance. J'ai dû faire face à des réalités concrètes, réorganiser ma vie financière, demander de l'aide extérieure. Ce n'était pas facile pour quelqu'un d'aussi indépendante que moi. Mais chaque démarche renforçait ma conviction que je faisais ce qu'il fallait. Ma sœur, quant à elle, est restée silencieuse. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Elle avait bénéficié de cet argent sans jamais me demander mon avis. Cette absence de remise en question a définitivement brisé l'image que j'avais d'elle. J'ai compris que l'amour ne peut pas survivre sans respect. J'ai commencé à parler prudemment à des personnes de confiance. Pour la première fois, je racontais ce que j'avais vécu sans minimiser, sans justifier les actes des autres. Dire la vérité à voix haute m'a libérée d'un poids immense. Je n'étais pas responsable des choix de ma sœur, ni des abus de mon père. Chaque jour, je reconstruisais non seulement ma stabilité financière, mais aussi mon identité. J'apprenais à poser des limites claires, même si cela signifiait être perçue comme dure ou ingrate. J'ai compris que certaines relations ne survivent pas à la perte du contrôle, et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cette période a été douloureuse, mais profondément formatrice. J'ai réalisé que la trahison familiale laisse des cicatrices uniques, mais qu'elle peut aussi devenir un catalyseur de transformation. J'étais en train de devenir une version de moi-même, plus consciente, plus solide et surtout plus libre. Aujourd'hui, je regarde cette histoire avec un recul que je n'aurais jamais cru possible. La colère s'est apaisée, laissant place à une lucidité calme. Je ne cherche plus à obtenir des excuses qui ne viendront probablement jamais. J'ai accepté que certaines personnes ne peuvent m'aimer que tant que je me conforme à leurs attentes. J'ai appris que l'amour familial n'est pas une dette à rembourser éternellement. Il ne devrait jamais être conditionné à l'argent ou au sacrifice de soi.
Cette vérité, je l'ai apprise au prix fort, mais elle m'a libérée d'années de culpabilité injustifiée. Je continue d'avancer avec prudence mais sans peur. Les liens que j'entretiens désormais sont basés sur le respect mutuel et la transparence. J'ai choisi de me protéger, non par égoïsme, mais par nécessité. Si je raconte mon histoire, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de manipulation silencieuse. Trop souvent, on excuse l'inexcusable au nom de la famille. Trop souvent, on se perd soi-même en essayant de maintenir une paix illusoire. Ce coup à la porte a marqué la fin d'une illusion, mais aussi le début d'une vérité plus saine. Je ne regrette pas d'avoir dit non. Au contraire, je remercie la femme que j'ai été ce jour-là, assez courageuse pour se choisir enfin. La première leçon que j'ai apprise est que poser des limites n'est pas un acte de trahison, mais de survie. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne, même si certains essaieront de vous le faire croire. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez pour les autres. Ensuite, j'ai compris que la famille peut parfois être le lieu des abus les plus subtils, précisément parce qu'on y baisse sa garde. L'amour véritable ne vole pas, ne manipule pas et ne punit pas. Il respecte et protège. Enfin, si mon histoire peut servir à quelqu'un, j'espère qu'elle vous encouragera à vous écouter, à vous choisir, même quand c'est difficile. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle somme d'argent et personne n'a le droit de vous la prendre.